Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on teste un nouveau format d'épisode un peu spécial, on innove, pour répondre au plus près à vos questionnements concernant l'allaitement. Nous sommes donc avec Émilie, future maman de son deuxième enfant, qui a répondu à notre petit casting sur les réseaux. On le sait, chaque allaitement est unique, et pourtant, on apprend tellement en écoutant les expériences des autres. Les récits partagés sont une source précieuse d'inspiration, d'encouragement, et parfois même de réponses à des questions qu'on n'osait pas poser. Annick, ma maman, l'a dit dans le précédent épisode, pour pouvoir allaiter, il faut s'entourer de femmes qui allaitent. On se nourrit des expériences des autres. Et dans cet épisode, Émilie va partager ses doutes, ses attentes et même ce qu'elle a appris de sa première expérience en tant que maman. Et nous, avec nos casquettes de pharmacienne et médecin généraliste, on va l'accompagner en répondant à ses interrogations. Pour qu'Émilie puisse allaiter son deuxième petit cœur en toute sérénité, bien informée. Cet échange est aussi une invitation à toi qui nous écoutes à puiser dans ce moment des idées, des conseils et peut-être même un peu plus de confiance en toi pour ton propre parcours d'allaitement parce que, on le sait, ensemble, on avance mieux. C'est l'heure de la tétée avec Émilie. Eh bien, bonjour Émilie. Bonjour Boubou. Tu vas bien? Bah ouais, ça va, merci. Bah déjà, merci à toi d'être avec nous. Merci à vous de me donner la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton travail, de ton histoire d'allaitement? Alors moi, je m'appelle Émilie, j'habite à Amiens, je suis radiologue spécialisée en imagerie de la femme, donc je parle de sein aussi toute la journée. Je suis mariée à Jean, on a notre premier bébé qui a 15 mois, qui s'appelle Jean-Baptiste, et on aura un deuxième bébé dans un peu plus d'un mois. Du coup, combien d'écart entre les deux? Bah, du coup, on est à 16 mois d'écart, je pense. Ça passe, ça va aller. No stress. Ouais. Et un petit garçon, t'as dit? Ouais, deuxième petit garçon. Oh là là, félicitations. Merci. Et alors, ton histoire d'allaitement, est-ce que tu as allaité bébé Jean-Baptiste? Alors, moi, je m'étais dit, quand j'étais enceinte, je verrai, si je vais essayer, puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Après, je pense que quand on se dit ça, on espère que ça marche. Oui. Mais du coup, c'est vrai que, postpartum, pas facile, je pense comme beaucoup de postpartum. Et j'étais stressée sur tout, etc. Donc, forcément, sur l'allaitement, et j'étais bien fatiguée de façon normale. Et en fait, autour de moi, on m'a beaucoup dit oui, mais c'est l'allaitement qui te fatigue. Donc, forcément, j'ai remis en cause un peu ça. Donc, j'ai très rapidement tiré mon lait parce que je me disais tous les jours, je pense 10 fois par jour, je disais à Jean, j'arrête l'allaitement. Non, en fait, j'arrête plus. J'arrête l'allaitement. Donc, il m'a Oui, t'étais dans une ambivalence. Ah, mais complètement. Bon, heureusement, il m'a soutenue. Il m'a dit vraiment, tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit, je vais essayer de tirer mon lait parce que de toute façon, je peux pas arrêter du jour au lendemain parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de lait. Et on a eu vraiment beaucoup de chance parce que pour le coup, Jean-Baptiste, il prenait le biberon et le sein sans aucun problème. Ah oui, il alternait bien, ça c'est bien. Ouais, franchement, c'était même plutôt, ça allait toujours un bon glouton, donc dès qu'il y a de la bouffe, peu importe la présentation, ça passe. Et en fait, j'ai une copine qui a accouché 2 mois avant moi et qui m'a dit, au début, elle aimait pas du tout l'allaitement. Et c'est vrai que moi, j'aimais pas non plus ça. Je sais pas, j'étais pas à l'aise. Et elle m'a dit, j'ai mis 1 mois vraiment à aimer ça. Et donc, un jour, je me suis dit, je me pose et j'attends 1 mois avant d'arrêter ou de pas arrêter. Mais là, j'arrête de tous les jours me dire, J'arrête. aujourd'hui, j'arrête, voilà.
Et donc, au bout d'1 mois, effectivement, j'adorais ça et je voulais plus arrêter. Eh ben, on rebondit sur ça parce que Annick, la maman d'Hélène, son conseil principal, c'est faut s'accrocher le premier mois parce que c'est le plus dur en fait. Hein. C'est nouveau, il y a plein de... Les complications, elles arrivent surtout à ce moment-là. Et quand on s'accroche, après, ça peut rouler en fait. Ouais. C'est vrai qu'on peut se fixer ce cap comme tu l'as fait, de dire voilà, je me donne 1 mois pour arrêter ou continuer, parce que c'est vrai que on peut vouloir arrêter au bout d'1 mois, mais au moins on a vraiment pris sa décision en conscience et d'avoir attendu que ça roule pour se dire j'aime ou j'aime pas ça. Parce que c'est vrai qu'au début, en vrai, avec la fatigue postpartum et enfin le tourbillon que c'est une naissance, en fait c'est quand même difficile d'aimer l'allaitement si en plus il y a des complications ou des difficultés. Et c'est vrai que du coup, exactement. Les mamans qui arrêtent avant ce cap du premier mois, elles ont un mauvais souvenir de l'allaitement. Ouais, c'est ça exactement. Et puis finalement j'étais autant fatiguée. Enfin, quand les gens me disaient là c'est l'allaitement qui te fatigue, j'étais autant fatiguée si j'allaitais ou si j'allaitais pas. Je pense pas que ça changeait. D'ailleurs, vous l'aviez dit, je dormais sans problème entre 2 tétés. Et c'est la maternité en soi qui fatigue, c'est pas l'allaitement ou le biberon. Et c'est vrai que les mamans, elles se rendorment mieux. Le sommeil est plus réparateur après une tétée en fait. On arrive à mieux se rendormir dans la nuit. Carrément. Et alors du coup, ce deuxième bébé, tu as projet de l'allaiter ? Là, pour le coup, je suis à 100% sûre de moi. Et est-ce que tu appréhendes cet allaitement ? J'ai plutôt toujours tendance à me dire que tout va bien se passer, mais bon, c'est bien c'est pas toujours le cas. Et on t'a pas demandé ça a duré combien de temps avec Jean-Baptiste ? Avec Jean-Baptiste, je m'étais fixé le cap je m'étais dit 6 mois. J'avais 6 mois, j'avais repris le travail au bout de 3 mois, donc je tirais au travail, ce qui était franchement pas évident, mais bon, quand on veut, on peut. Mais je faisais allaitement mixte. Et en fait, au fur et à mesure, je supprimais des tétés pour donner des biberons. Et il y a vraiment un point d'équilibre où j'ai vraiment aimé, où je me disais, mais c'est vraiment la liberté. Je lui donne un biberon de lait maternisé si j'ai pas le temps de tirer mon lait. Et puis, s'il veut boire, il boit. Et j'ai trouvé ça super cool. Et il avait vraiment la liberté. Et je pense que j'aurais pu continuer plus longtemps. Mais il est vrai que nous voulions enchaîner les enfants. Et je n'avais pas de retour de couche. Et en fait, c'est vrai que ça a été quand même dans ma tête un peu compliqué de me dire, je ne sais pas si c'est une très bonne raison d'arrêter l'allaitement, mais bon, en même temps, on en a envie. Donc, et ça a été aussi difficile. Alors, bien sûr, premier biberon, la petite larme à l'œil. J'ai pleuré en le donnant. Voilà, c'est ça. J'ai dit à Jean, c'est toi qui le donnes celui-là. Hein. Et puis, non, au fur et à mesure, ça passe quand même assez vite, cette sensation. Je pense au bout de 3 jours, c'était bon, quoi. Je m'étais dit, c'est fini. Si le sevrage se passe bien. J'ai moins la charge de tirer. Puis en plus, t'as arrêté, c'est un peu comme Cassandre pour un beau projet qui est celui d'avoir un deuxième enfant. Donc tu te projettes après dans autre chose et c'est beau comme ça. Voilà, exactement. Je pense que le dernier allaitement de ta vie, il est plus dur. Ouais, exactement. J'ai pas encore accepté. Et il est vrai que le retour de couche, c'est très, très efficace pour tomber enceinte. Moi, j'ai arrêté aux 11 mois et demi de Marin. 2 semaines après, j'étais enceinte. Et donc, dans ton allaitement, dans ton premier allaitement, est-ce que tu t'es sentie soutenue, bien préparée, bien informée ? Alors, bien préparée, bien informée, en fait, pas du tout, parce que justement, j'avais fait ce choix de me dire, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et donc, je m'étais dit, je vais pas en faire toute une montagne. Je verrai comment ça vient. Mais en fait, c'est une bêtise de faire ça, parce que c'est bien quand même de s'informer avant, savoir ce qui nous attend, parce qu'on imagine que c'est un truc hyper naturel, que c'est le truc animal par excellence et que tout va bien marcher. Et en fait, tu t'attends pas à ça quand même. Bouboum n'existait pas à ton premier allaitement aussi. Exactement. Et c'est pour ça que là, vous tombez à pic pour le deuxième. Et donc, soutenu, franchement, non. Franchement, autour de moi, par mon mari, oui. Mais sinon, c'est surtout les générations de nos parents où j'ai trouvé que très rapidement, dès que tu montres un petit peu un signe de découragement, on te dit abandonne direct, quoi. Ouais. Ta mère, elle t'avait allaité ? Ma mère, non, elle avait peut-être 1 semaine ou 2 et puis sans grand succès. D'accord. Ouais, c'est la génération où c'était pas pro-allaitement chez nos mamans. Ils n'étaient pas aidés. Ouais, c'est ça.
Et donc là, tu te sens comment aujourd'hui ? Là, je me sens prête à fond. Et je crois que, bon, pour le coup, l'accouchement de Jean-Baptiste avait été très compliqué aussi. Et donc là, le deuxième accouchement, je m'attends au pire, comme ça, je peux être que bien surprise. Mais, mais l'allaitement, c'est genre le truc, je suis prête comme jamais, quoi. Et même, je crois que Jean, il prend un peu pour une folle. Tu sais que tu peux lui faire écouter nos épisodes aussi, comme ça il sera préparé aussi, parce que c'est bien de préparer l'entourage et notamment le comparant. Et tu peux faire écouter ça aussi à ta mère qui va te dire à la moindre faiblesse abandonne. Tu peux lui dire. Après, je pense que quand t'es plus sûr de toi, on te dit moins d'abandonner. Et ton deuxième aussi, je pense que c'est... Oui. Et c'est vrai que Jean, il me soutenait à fond, mais comme c'était notre premier enfant, bon, je pense que pour le deuxième, ça sera différent. Il était quand même content de donner des biberons quand je tirais mon lait. Et je l'ai fait rapidement et après, on trouve d'autres choses, hein. Il a fait plein de pot à pot, etc. pour créer un lien. Mais ça a un peu joué aussi dans le fait que j'ai donné des biberons assez tôt. Là, de toute façon, il va s'occuper de Jean-Baptiste quand tu allaiteras. Voilà, il donnera toujours des biberons, il n'y a pas de souci. Hein. Alors du coup, tu avais préparé des petites questions. Du coup, on t'écoute. Oui. Alors, dans un épisode, je pense que c'était peut-être sur la montée de lait, vous disiez qu'on pouvait conserver le colostrum avant d'accoucher, quand on en a. Et aussi, on pouvait recueillir du lait pendant la montée de lait, dans les petites coupelles de recueil, et le donner. Enfin, en fait, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Est-ce que c'était pour le donner au bébé? Mais si on n'a pas envie de donner de biberon, comment on fait? Ou on le conserve pour plus tard, on le congèle? Alors, du coup, il y a plusieurs questions. Le recueil anténatal du colostrum, donc le fait de recueillir son colostrum avant d'accoucher, on va faire un vrai épisode dessus avec quelqu'un qui fait vraiment de l'accompagnement autour de ça, mais on peut quand même répondre à ta question. Donc, à quoi ça sert? Donc, on l'a dit, c'est à partir de 36 SA. Tu y es? Ouais, ou SA? SA. Pas ça, non, on y est. Tu peux commencer du coup. Ouais. On peut commencer à recueillir du colostrum. En fait, la première chose, le premier avantage, c'est que si on en a envie, évidemment, ça doit pas être une contrainte ou un truc à plus en faire, surtout, toi, je sais que tu travailles encore, donc voilà. Mais la première chose, ça peut être, surtout pour les primipares, de s'habituer aux gestes d'extraction manuelle, parce qu'on nous le montre pas, on nous le montre souvent quand on a les seins engorgés sur la montée de lait, et en fait, c'est plus difficile à faire à ce moment-là. Alors que si on s'est habitué au geste avant en faisant du recueil de colostrum, déjà on sait faire, on voit qu'il y a du colostrum, donc c'est rassurant aussi pour la maman de savoir qu'elle produit déjà. Donc elle arrive déjà en confiance à la maternité et elle connaît le geste. Ça, c'est le premier avantage. Après, donc, ce colostrum, si on le garde, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert? Alors, donc on le congèle évidemment. Et à quoi ça sert? Alors, il y a des maternités qui acceptent qu'on l'apporte en fait à la maternité, qui eux ensuite vont le conserver. Et alors ça peut être donné s'il y a un souci, si la montée de lait tarde à venir. Ça peut être donné aussi quand on fait du diabète gestationnel. Ça limite en fait le fait de le donner, ça limite le risque d'hypoglycémie chez le bébé. En fait, dans toutes les pathologies, pareil, quand on est hospitalisé pour risque de prééclampsie, toutes les choses qui nécessitent une hospitalisation avant l'accouchement, on peut faire ça parce que déjà on n'a pas grand-chose d'autre à faire dans sa chambre. Et du coup, comme on sait que c'est des accouchements qui sont plus à risque de complications, et on a cette réserve-là. S'il y a un souci chez la mère, on peut donner ce colostrum au bébé. Mais c'est pas du tout une injonction à dire vous l'avez recueilli, il faut le donner tout de suite. Non, la priorité, c'est de donner tes seins, de faire ta montée de lait, mais il est là en réserve. Et aussi, si vous êtes séparés dès la naissance, toi et ton bébé, ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est possible, et là, on peut donner le colostrum au bébé. Il y a aussi, si le bébé a un retard de croissance in utero, si à la naissance il a un petit poids, on peut lui donner à la petite cuillère ou à la seringue. Moi, pour le coup, ça m'est arrivé pour mon premier enfant, il était au 3e percentile, donc c'est pas un retard de croissance intra-utérin, c'est juste un petit bébé pour la gestationnelle. Et du coup, dans le protocole de là où j'ai accouché, ils ont tout de suite donné un complément, ce que je voulais pas forcément. Mais dès la naissance, ils ont donné 10 millilitres de préparation commerciale pour nourrissons. Et en fait, si j'avais recueilli mon colostrum à l'époque, on aurait pu négo de donner plutôt ça
que la PCN. Et du coup, c'est un avantage dans le sens où on sait que donner précocement des préparations commerciales, ça peut augmenter les risques d'allergie. Enfin, voilà, donc là, ça aurait été plus avantageux de faire ça. Ça peut être une piste aussi. Et après, tu as posé une question sur les contenants. Donc, si on recueille du lait donc en anténatal ou même dans des coupelles au moment de la montée de lait, tout, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on peut en faire des réserves, on l'a dit, pour plus tard. Et on peut aussi, en fait, pareil, si le bébé a pas assez, qu'il a besoin de le complimenter, on peut le donner au bébé. Et du coup, alors, on va souvent éviter de donner un biberon dans le premier mois, en attendant que la lactation soit bien induite, en fait. Et là, pour le coup, en attendant que la succion du bébé soit bien mature, donc qu'il arrive bien à téter le sein, on préfère éviter le biberon. Donc souvent, on va le donner, donc comme Cassandre l'a dit, soit à la cuillère, soit à la flow cup, qui est une espèce de biberon cuillère, en fait. On peut le donner au verre, c'est pas évident, mais les bébés savent laper. Et on peut le donner aussi au DAL, qui est le dispositif d'aide à l'allaitement, à la lactation. En fait, c'est une sorte de poche dans laquelle on va mettre le lait recueilli avec un petit tuyau de sonde qu'on vient fixer sur le sein. Donc le bébé en fait vient téter le sein, mais il reçoit du lait via le DAL. Donc d'un côté, ça stimule la lactation par la succion, et de l'autre, le bébé reçoit du lait, donc on prend l'intérêt de téter. Donc ça, c'est hyper intéressant sur des bébés qui ont des succions un peu faibles pour éduquer leur succion. Est-ce qu'on arrive à marcher? Beaucoup d'infos. Hein. Mais du coup, est-ce que si on conserve ce lait recueilli dans les premières semaines, on peut le donner carrément plus tard, sachant que vous aviez dit que le lait change quand même de composition au fur et à mesure des semaines? Oh bah oui, du coup, tu peux complètement le donner plus tard. Si le congélateur, il se conserve 4 mois, on peut ressortir du colostrum 4 mois après. Alors, c'est pas la même composition, certes. Le colostrum, c'est surtout des cellules de défense, en fait. Enfin, de l'apport en immunité, c'est pas très calorique. Mais du coup, ça peut être même carrément intéressant de le congeler, de le garder. Comme ça, quand ton enfant rentre en collectivité à 2 mois et demi et qu'il tombe malade tout de suite, et bah t'as ton petit glaçon de colostrum là que tu peux lui décongeler. Et en fait, ça a tout son intérêt en fait de donner du colostrum plus tard. Et quand bien même tu le donnes juste comme un entre guillemets repas classique, c'est pas grave. Hein, il va pas mourir de faim parce qu'il a pris du colostrum plutôt que du lait mature. Mais c'est carrément, c'est pas grave. C'est toujours bon de donner, on jette pas. Et après, on peut faire d'autres choses que le donner. Hein. Tu peux le mettre dans son bain s'il est plus bon. Alors, j'avais une autre question, mais moi, c'était surtout les nuits. C'était vraiment une galère. C'est le mauvais souvenir que j'ai de l'allaitement. Pourtant, Jean-Baptiste dormait vraiment bien, je pense, pour un nouveau-né. Mais justement, il se réveillait de façon quand même aléatoire et je me réveillais souvent, mais dans une inondation pas possible de lait. J'avais beaucoup, beaucoup de lait et je savais plus comment m'habiller. Je mettais des serviettes sous moi et voilà, comme je vous disais, le premier mois, ça me plaisait pas l'allaitement, donc ça une partie qui me dégoûtait presque. Donc, si vous avez des astuces pour savoir comment on peut s'habiller pour absorber tout ça, en même temps que ce soit pratique à dégainer rapidement. Oui, moi je mettais c'est des brassières qui ont déjà un absorbant intégré. Il y a la marque Mama Hanks qui en fait et qui sont très bien, mais il y a aussi Verbaudet, j'ai vu. Puis il y a d'autres marques aussi, faut trouver. Mais vraiment c'est pratique parce que t'as pas d'agrafe derrière au niveau de ton dos, donc pour dormir ça te fait pas mal. Et en plus ça absorbe bien parce qu'en fait le coussinet absorbant il est sur toute la brassière, donc le lait va être absorbé quand même assez fort. Et après tu peux rajouter des coussinets en plus dedans, que ça faut que tu changes entre chaque tétée la nuit quand tu te réveilles. Ouais. Et on peut laisser toute la nuit, il n'y a pas de risque que ça, entre guillemets, macère. Des risques d'infection, le lait qui a non. coulé, quoi. Non, justement, c'est fait pour, c'est un peu comme la matière je crois que c'est comme la matière des culottes de règles, en fait. C'est ça. Et justement, il n'y a pas ce côté macération qu'on peut avoir avec des coussinets, où là, il faut vraiment les changer régulièrement. Là, la matière, elle a vraiment été étudiée. Alors, je sais pas sur des flots de lait, mais on en a parlé un peu avec les marques qui nous disent que même sur des grosses lactations, ça absorbe vraiment bien. Donc, ça peut être une solution vraiment intéressante pour éviter d'être trempée, quoi. Au moins, ça va beaucoup limiter. Et après, est-ce qu'elle peut tirer un peu son lait, par exemple, au recueil-lait, après, tu peux toujours, mais ça reste une contrainte. Moi, je trouve la nuit de sortir un tire-lait. C'est conseillé de le faire si tu as un engorgement, que tu sens une douleur. Mais en soi... si tu as beaucoup de lait... Mais on dort pas avec des goupelles de lait, par exemple. Donc, exprimer un peu pour vider, mais en soi, malheureusement, quand ça coule, ça coule.
Après, c'est vraiment les premiers mois. Ouais, c'est vraiment le premier mois que ça coule beaucoup, non? Toi, dans ton Oui, film. oui. Ouais, voilà. Oui, non, c'était vraiment le premier mois, le temps que ça se régule, quoi. Mais du coup, la brassière, ça vaut peut-être le coup d'investir. Enfin, Cassandre, en tout cas, est conquise. Ouais, j'avais bien conquise. J'avais acheté ça à ma deuxième grossesse. Et j'étais trop contente de les sortir à la maternité. Enfin, et je les mets encore, en fait. C'est méga pratique parce que t'as pas à dégrafer pour donner le sein. C'est juste t'écartes et ça se remet tout seul quand elle sort sa tête. Enfin, franchement, c'est hyper pratique. Après, c'est sûr, c'est un petit budget, mais peut-être après sur Vinted, il peut y en avoir. Et tu avais pris la même taille parce que entre la montée de lait et par exemple la fin de l'allaitement, on va dire qu'on prend peut-être 3 tailles différentes. Ouais, en fait, c'est un tissu hyper extensible et côtelé. Et du coup, après, moi, j'ai pas une grosse poitrine, mais ouais, il y a 4 tailles, j'ai regardé. Et vraiment, c'est adapté, je pense, mesure ton tour de cage thoracique et c'est ça qui compte. Ok, bon, super. Et pour rester dans les tenues vestimentaires, parce que c'est le problème, surtout moi, c'était le postpartum, vraiment à la maternité en plus. J'avais peut-être fait l'erreur d'accepter beaucoup de visites. Et franchement, alors ça m'a pas aidé, je pense, à me sentir bien. J'étais souvent avec leur robe de chambre, enfin leur pyjama d'hôpital. Donc on comprend pourquoi j'ai déprimé rapidement. Et en fait, je savais pas comment m'habiller parce que je voulais pas être serrée au niveau du ventre. En plus, t'as tes énormes couches là pour pas que ça saigne de partout. Et en haut, j'avais quand même, c'était le début, donc j'étais pas à l'aise du tout de montrer mes seins, etc. Et franchement, c'est le truc que je ne sais pas quoi mettre dans ma valise de maternité. Moi, j'ai eu la chemise de nuit tagine banane, la première version, et que j'ai utilisé la même pour mes 2 accouchements. Et vraiment, sur le coup, c'est mon mari qui me l'a offert. Je me suis dit, non, mais attends, une chemise de nuit d'allaitement, ça sert à rien. Et en fait, si, parce que du coup, déjà, elle est étudiée pour la maternité dans le sens où donc, elle n'est pas ras des fesses. Donc, tu as des ouvertures sur les côtés pour sortir tes boobs. Et en fait, ils ont fait une encolure et des manches assez larges au cas où il faut passer des perfs ou des choses comme ça. Donc, quand même bien réfléchi. Jolie, avec un petit message dessus. Et vraiment, je crois que c'est le vêtement d'allaitement que j'ai le plus porté parce que du coup, je l'ai porté aussi la nuit. Voilà. Et donc, ça t'évite de devoir tout soulever pour montrer tes bouffes parce que c'est sur le côté. C'est assez long, donc t'es avec ta couche en dessous, c'est tout. Non, c'est vrai. et donc, j'ai trouvé vraiment que là, ça valait l'investissement. Et elle a donc tenu 2 allaitements longs. Moi, pour le coup, alors j'ai pas des grosses fuites de lait la nuit, mais quand même. Et donc, elle a vécu des taches de lait dans tous les sens. Et vraiment, elle a tenu un gros scali, quoi. Ouais, donc ça, plus ta brassière d'allaitement. Et après, culotte jetable post-accouchement, ça, tu vas pas y passer. T'es obligé d'y passer. Ils font des trucs un peu plus cool. Moi, j'avais les Joe. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres marques. Mais, c'est plus défilé, quoi. C'est plus défilé, c'est vraiment... Ah oui, il y a les shorties où tu mets la grosse protection. Et sinon, il y a les couches. Ouais, mais franchement, c'est confort. Hein. C'est pas sexy, mais c'est confort. Et après, j'avoue que j'ai commandé ça, mais c'est vrai que ça me déprime un petit peu. Oui, mais ça, c'est le temps de la mater. Parce qu'après, il y a les culottes de règles. Mais ça, c'est un parti pris de donner tes culottes de règles à laver à ton mec à la mater, quoi. Donc, voilà. À discuter. Je sais pas si t'as vu l'image, ça m'a fait rire d'une nana à la mater avec son bébé et il y a écrit « Je réalise que notre première machi-machi, c'est de porter une couche. » Ça m'a fait rire. Ouais, c'est vrai. Et après, tu peux mettre aussi leggings de grossesse parce que ça, c'est quand même confort et ça sera adapté toujours à ta taille au début. Et moi, j'ai un autre conseil. Ça, c'était des copines à moi qui ont eu leur bébé plus tôt que moi. C'était le débardeur d'allaitement. C'est pas mal. Donc, t'en as sur H&M, Kiabi, toutes les marques. En gros, c'est comme un soutien-gorge d'allaitement que tu dégrafes, mais c'est en débardeur. Donc, au moins, t'as juste ça à mettre. Si t'as une visite, tu mets un gilet par-dessus et comme ça, t'es pas dénudé devant ta famille. Mais c'est pratique aussi pour alterner parce que brassière d'allaitement, si t'as tes montées de lait, tout ça, c'est vite trempé. Donc, faut avoir plusieurs choses dans son sac, hein, ça c'est sûr. Ouais, je crois que je vais prendre une grosse valise. À roulette, 20 kilos comme à l'aéroport. N'oublie pas des chaussettes de contention. Ah oui, mais c'est vrai que
Il y en a des super sur une marque qui s'appelle les 100 calottes, donc qui à la base fait des calots de bloc, mais qui fait aussi des chaussettes de contention. Il y en a des léopards, des petits cœurs. Moi, j'ai accouché avec, carrément. Ouais, moi aussi avec les petits cœurs. Et vraiment, alors là, pareil, tu fais sensation à la mater, et non, c'est important en fait. On n'y pense pas assez, on le dit pendant la grossesse, mais en postpartum immédiat, c'est bien d'en mettre en fait. Voilà, là t'es équipée comme jamais, tu vas être sexy de fou, mais tu seras hyper confort et stylé. Voilà. Alors après, j'avais une question, c'était surtout quand j'avais repris le travail, je devais laver mon tire-lait au travail, du coup après chaque fois que je tirais, et c'est un truc qui m'a énormément stressée parce que peut-être côté maniaque qui ressort, mais je savais pas trop comment m'y prendre pour que ce soit le plus propre possible. J'ai essayé de faire ça dans des conditions d'asepsie incroyables, mais je sais pas à quel point il faut faire attention, quoi. Alors, donc si ton bébé n'a pas de problème de santé, donc là ce que je dis c'est pas pour les grands prémas et tout ça, c'est dans le cas d'une reprise du travail avec un bébé qui va bien, tu n'es pas obligé d'être dans des conditions d'asepsie strictes. En fait, même au travail sur plusieurs tirages dans la journée, t'es pas obligé de relaver tes éléments à chaque fois. Ce qu'on peut faire pour gagner du temps, moi ça a été mon cas, j'avais je crois 20 minutes pour tirer 2 fois par jour et il fallait vite que je retourne au comptoir. Donc en fait tu peux mettre dans un sachet, les sachets congélation, ton tire-lait, donc tes éléments de tétrelle pas lavés, tu les mets au frigo, donc faut qu'ils soient flex tes collègues, mais après on s'en fout. Et en fait du coup ça tu peux le ressortir sur plusieurs tirages. En fait quand on fait ça, on peut laver les tétrelles que toutes les 6 heures. Donc l'idée c'est en fait de partir avec tes tétrelles propres le matin. Tu fais tes tirages, tu les mets dans ton petit sachet, hop, au frigo avec ton lait que tu viens de tirer, et tu peux le ressortir au suivant sans forcément le laver à chaque fois. C'est un moyen de gagner du temps et de se déstresser là-dessus. Après, si tu veux le laver à chaque fois, tu peux tout à fait le laver à chaque fois à l'eau et au savon. Et le soir, en fait, ça passe au lave-vaisselle. Enfin, ça, c'est vraiment comme tu veux. Mais voilà, il n'y a pas besoin de stériliser. Aujourd'hui, on ne stérilise plus même les biberons. Le lave-vaisselle, c'est un équivalent de stérilisation. C'est très bien. Moi, je sais que je faisais à la main, mais voilà, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Mais voilà, au moins une fois toutes les 6 heures à l'eau et au savon. Après, ça dépend du nombre de tirages qu'on fait, mais en soi, faut pas trop se stresser là-dessus. Mais même le torchon, je changeais le torchon tous les jours pour l'essuyer, quoi. Ah non, on conseille en fait de laisser sécher. Oui. Donc sur un torchon propre ou sur un tu laisses sécher un peu comme ça, c'est quand on est maman de plusieurs, les chambres d'inhalation des petits, en fait on les essuie pas, on les laisse sécher sur l'égouttoir en fait. Vaut mieux laisser sécher. Ok. Et sinon, oui, vaut mieux si tu veux sécher, parce que tu es au travail et que tu peux pas laisser sécher, oui, vaut mieux prendre un torchon propre en effet. Après, voilà. En fait, le lait maternel, il est vivant et il est plein d'anticorps et de choses comme ça. Et en soi, c'est quand même assez difficile d'aller contaminer du lait maternel. Donc, pas trop de stress là-dessus. Ouais. Alors, j'avais une question qui était plus pour Aubéry, qui était la kiné, qui était intervenue pour la rééducation. Donc, je ne sais pas s'il y a un prochain épisode prévu avec elle, mais je voulais lui demander son avis concernant les sondes de rééducation. Est-ce que c'est bien d'utiliser seul ou en complément avec les rééducations ou pas du tout? Alors, ma sœur, je réponds pour elle parce qu'elle m'en a déjà parlé. Elle préfère une rééducation manuelle avec quelqu'un de formé au niveau rééducation périnéale que la sonde parce que tu es toute seule avec ta sonde et que tu serres entre ton bras la sonde ou au niveau de ton périnée, ça sera le même visuel sur la sonde et le même résultat. Donc vraiment, je pense que ça peut être bien en complémentaire parce que c'est vrai que c'est quand même prouvé que ça augmente le tonus de ton périnée, mais n'hésite pas à en parler à quelqu'un de spécialisé si tu as acheté la sonde pour voir un petit peu au début les exercices qui sont bien à faire et adaptés à toi parce qu'en fait c'est pas au cas par cas, c'est pas individuel, c'est juste des exercices. La sonde elle voit la pression que tu mets, mais c'est que à un endroit de pression en fait, c'est pas sur tout ton périnée. Ouais. Et après, les sondes qui sont vendues dans le commerce, elles ne dispensent pas en fait de la rééducation périnéale qu'on fait avec le kiné ou la sage-femme, qui sont vraiment importantes parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas, on le sait, par manque de temps, par manque de pensée à soi, et voilà. Et du coup, il y a peut-être cet argument de se dire, je vais acheter une sonde, et je vais le faire à la maison. Et en fait, non, ça doit vraiment pas remplacer le travail d'un professionnel de santé qui va vraiment prendre en charge la rééducation de A à Z, en fait. Oui, et on peut rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour se faire rééduquer son périnée. Et donc, comme je le disais, je vais avoir des enfants assez rapprochés. Et je sais que vous avez chacune 2 enfants. Est-ce que vous avez des astuces pour gérer l'aîné
quand on a le deuxième qui arrive à la maison et notamment pendant la tétée. Parce que moi, je me souviens que c'était un moment hyper calme et serein, mais qui le sera probablement moins quand il y aura le premier dans les pattes. La patte patrouille. Mais attends, il a 16 mais mois. non, mais c'est une blague, hein, non, faites pas ça. Enfin, sauf si vous n'en pouvez plus. Mais non, alors oui, c'est pas forcément les mêmes âges. Alors, les tétées sont moins sereines au deuxième. Bon, après, le coparent peut gérer l'aîné pour qu'on puisse s'isoler et faire un moment un peu chill. Mais on pense que c'est important de préparer l'aîné aussi. Alors, pas qu'à l'allaitement, mais à tout ce qui va arriver. Je pense que de toute façon, tu en parles, il le voit, que voilà, qu'il va y avoir un bébé. Enfin, ça reste dans tous les cas une étape de devenir grand frère. Mais on peut aussi parler de l'allaitement, de comment le bébé il va être nourri, comment il va prendre son lait, d'expliquer que maman, elle va avoir du lait. Et voilà, que lui aussi, il a eu ça. On peut montrer des photos, si t'en as, de lui qui tète pour lui montrer. Moi, je sais qu'il a voulu boire mon lait. Je n'ai pas refusé. Alors moi, j'avais donc mon recueil lait et du coup, je lui ai mis dans un petit biberon. Bon, il n'a pas trouvé ça génial. Voilà, ce qui était un peu vexant. Visiblement, c'est meilleur le Nesquik. Et après, on avait mis aussi un moment sur Instagram une liste de livres sur le sujet. Alors, c'est plus... Parce que moi, j'aime bien, en fait, quand on représente l'allaitement pour les enfants, c'est un peu planter des petites graines que de leur montrer comment on nourrit les bébés en allaitant. Et donc, on avait partagé des ressources de livres pour enfants où, au fil de la page, les mamans allaitent. Alors, c'est pas forcément que accès à allaitement, mais voilà, c'est bien, je trouve, d'avoir ces représentations-là. On peut expliquer un peu l'intérêt du portage. Ça peut être bien d'essayer d'être formé en portage spécial allaitement pour pouvoir gérer le grand quand tu as une tétée à donner au deuxième bébé. Ah ouais, le mettre en porte-bébé ? Ben oui, ou en écharpe au début, ça se fait, hein, tu sors ton sein. Moi, je me suis déjà baladée en porte-bébé, enfin en écharpe au début et marin tété. Hein. Donc c'est possible si tu le places bien de pouvoir allaiter en portage et du coup comme ça tu peux t'occuper de Jean-Baptiste. Bon, bah, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question qui n'est pas vraiment une question, mais c'est parce que moi, donc, quand j'avais beaucoup d'hésitation sur le fait d'arrêter ou pas l'allaitement, il y a ma sœur qui m'a donné vraiment un bon conseil et une phrase qui restera, c'est ne prends jamais de décision hâtive dans cette période de postpartum où tout est chamboulé. Et du coup, je voulais savoir, vous, si vous aviez des conseils, des phrases comme ça qu'on vous avait dit qui étaient restées et puis qui peuvent servir à n'importe quel moment allaitante ou pas d'ailleurs. Ben oui, moi en fait, Marin, il avait colique, pleurs de décharge, pile à l'horaire de l'apéro, donc 19h03, il commençait à pleurer jusqu'à 22h et on m'avait dit tout passe. Et ça, cette phrase, c'est vrai que, en fait, c'est vrai, ça passe. Vers 3-4 mois, en général, les petits mots de bébé passent. Et ça, je m'accrochais à cette phrase. Après, il y a des mamans, tu leur dis, elles ont envie de te défoncer la tronche parce qu'elles sont au bout du rôle à ce moment-là. Mais vraiment, c'est vrai que tout passe. Et il y a un autre conseil, mais ça c'est Annick, notre bible de l'allaitement, notre idole de l'allaitement qui le dit. On l'a dit au début, c'est de s'accrocher le premier mois car c'est le plus difficile, et aussi de voir des mamans qui allaitent autour de toi pour comprendre l'allaitement quand tout se passe bien. Ça c'est pas mal aussi comme conseil. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Hélène. Oui, carrément. Alors bon, moi j'ai grandi dans un milieu pro-allaitement avec ma mère. Il y avait des affiches chez moi, j'ai vu beaucoup de femmes allaiter, donc ça pour le coup, c'était assez ancré. Donc je sais pas si c'est un conseil pour réussir ton allaitement, mais pour aider les autres, de montrer en fait, de ne pas avoir peur de prendre sa place en tant que mère allaitante dans l'espace public, on va dire. Et après, il y a une phrase qui m'a marquée, mais alors c'est pas vraiment lié à mon allaitement, c'est lié à mon diplôme en fait de lactation humaine. On a une prof qui était super, qui souvent dans les cas cliniques, en fait, donc t'as toute l'analyse du cas clinique avec le bébé pleure, il a perdu 10% de son poids, enfin des situations pas catastrophes mais pas loin. Et où elle reprenait l'analyse en disant « on a de l'herbe sous le pied ». Et je sais pas, cette phrase m'a marquée en fait, où souvent, dans l'allaitement, on est en panique. Et moi, c'était ça le premier mois. Moi, tout était le drame en fait. Je n'avais pas assez de lait, il fallait tout de suite opérer mon enfant d'un frein, alors que pas du tout. Et vraiment, j'allais foirer sa vie en ratant quelque chose sur l'allaitement. Et je voyais tout sous ce prisme. Et en fait, on a de l'herbe sous le pied, en fait, calme-toi, reprends les choses, en fait. Est-ce que ton bébé va mal ? Est-ce qu'il est vraiment en train de mourir ? Enfin, vraiment, il y a des trucs où tu remets un peu les choses en perspective et ok, alors maintenant, on sait que on a de l'herbe sous le pied et on peut envisager alors qu'est-ce qu'on fait ? Il mange pas assez, oui, on va augmenter les tétés. Il y a pas assez de lait, on va faire des tirages. Et en fait, tout s'est déroulé de se dire, en fait, on a encore le temps, on peut encore se prendre 24 à 48 heures pour réfléchir, ou plus, en fait, des fois.
ça permet un peu de remettre les choses en perspective et de s'accrocher et de savoir que tout passe. Et ça revient à ce que ta sœur t'a dit aussi, Émilie, où on ne prend pas de décision précipitée, surtout quand on ne dort pas la nuit. Voilà. Exactement. Bon, super, merci beaucoup. Merci Émilie. Et ben voilà, cet épisode touche à sa fin. Et ben en vrai, on a adoré échanger avec toi, Émilie, et répondre à tes questions. J'espère qu'on a répondu à tes attentes. Ah ouais, moi je me sens prête comme jamais. Là, j'ai l'impression que je prépare un marathon, mais je suis prête. Voilà. Et on l'a pas dit, mais surtout, n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos petits conseils. On a dit chacune le meilleur conseil qu'on ait reçu ou la phrase, la punchline qui nous a marqué, mais n'hésitez pas à nous dire les vôtres, ça peut aider d'autres mamans. Oui, et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'aucun parcours d'allaitement ne se ressemble. Chaque histoire est unique et propre à toi. Et pourtant, en partageant nos expériences, nos doutes, nos réussites et nos conseils, on se rend compte qu'on avance tout un peu plus loin ensemble dans cette belle aventure qu'est l'allaitement, qui est parfois semée d'embûches, on le sait, mais en vrai, c'est trop cool. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.